Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Salut à tous, lundi 9 février, on est ensemble durant 1h jusqu'à 21h, chers auditeurs et auditrices. Voilà, vous rentrez à la maison, encore au travail ou en train de prendre du plaisir à écouter Beurre FM. Eh bien, rien que pour vous, on est là pour parler de l'actualité sport du week-end et notamment ce Paris Saint-Germain au programme de cette émission. PSG qui crucifie l'Olympique de Marseille. Un OM de la honte. Et oui, comment justement l'Olympique de Marseille s'est un peu trop sabordé hier soir du côté de l'antre parisienne qui est le Parc des Princes, et on parlera aussi de De Zerbi. Est-il vraiment le problème dans cette équipe, dans ce 11 olympien? Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. On le rappelle, le 01 53 48 3000 d'ailleurs. Le débat du jour, on vous l'expose, chers auditeurs et auditrices. Alors, l'Olympique de Marseille, quelle est cette fameuse solution à aborder? Allez, avec vous, au 01 53 48 3000, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui nous accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir on n'aura pas de tea time. Un petit tea time du côté de Wahalan en la personne de Mourad qu'on retrouvera dès la semaine prochaine. On l'espère en tout cas. Voilà, rien que ça. C'est 1-0 du côté du Parc des Princes hier soir. Il y en a eu des buts, hein. Eh oui, un cauchemar peut-être, Juan Trocé, pour les hommes de De Zerbi. Bonsoir Juan, comment ça va? Buenas tardes. Ça va mieux que les supporters marseillais. Ah ben oui, hein. Ah ben ça on va voir, parce que là, ils ont rechigné, ils ont été assez tristounés en ces débuts de semaine, hein, dès hier soir et aussi en ce lundi matin. Wahim nous accompagne ce soir. Bonsoir Wahim. Bonsoir Bilal. Franchement content, on va parler de cet Olympique de Marseille, de ce choix, aussi les dernières infos concernant Habib Beye qui a dit au revoir Habib du côté du Stade Rennais. Ah ben donc, oui, Habib Beye voilà, aussi. Là, le jeu des chaises musicales continue en Ligue 1. C'est l'info de cet après-midi, ouais, d'aujourd'hui, tout de même. Hein. Habib Beye n'est plus l'entraîneur de Rennes, faut le rappeler. Et oui, le Horizon Park reste un peu trop orphelin. On va revenir avec Alison aussi sur cette antenne. Bonsoir Alison. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ça va très bien. Tranquillement Alison. Bah ouais, tu m'as pas demandé, mais je te le dis que ça va, ouais. Ah bah oui, ça va bien. Ça va. En ces débuts de semaine, je croyais que tu étais marseillaise, Alison. Hein. Ah bon? Pour ça, j'ai essayé de pas te demander cela. Ouais. Dure C'est ça. soirée, hein, hier. Aïe, Alison. Ah ben oui, on a pleuré beaucoup, avec je beaucoup de comprends, supporters. 5-0 au parc, ça fait mal. Eh oui, Et tout la comme manière, surtout, ça fait ben ça aussi. Bon, on va revenir sur la manière, hein, avec Yacine qui nous accompagne de Shoot Africa. Bonsoir Yacine. Bonsoir Bilal. Comment ça va Yacine? Ah bah, tant que Marseille perd, ça va. Ah là, ben là Yacine, c'est pas sympa là pour les supporters marseillais. C'est vrai Mais que les supporters marseillais, je pense en venant à Paris, ils savaient que ils avaient absolument rien à gagner. Hein. Ils savaient qu'ils allaient repartir avec le sac vide. Donc aïe. voilà. Ouais. Marseille a perdu 5-0 hier soir du côté du Parc des Princes. Solal nous disait 4-1 pour le Paris Saint-Germain, voire l'Olympique de Marseille. Bonsoir Solal, comment ça va? Buonasera à tutti, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. Et oui, le Paris Saint-Germain s'impose au Parc des Princes devant ses supporters qui sont repartis tous sourire. Effectivement, Marseille qui, à l'image de Balerdi, s'effondre sur le sol par une prestation dantesque, que dis-je, monstrueuse d'un Dembélé qui a réaffirmé ses pleins pouvoirs sur le Ballon d'Or, le Ballon d'Or. Et forcément, on attend de voir une deuxième partie de saison enflammée du côté du Paris Saint-Germain, qui se réveille à partir de janvier. Ils hibernent des marmottes, Bilal. Ouais. Ah ben ça c'est bien ça, les marmottes, oui, ben c'est cool ça. Voilà, dans la vallée de Champsaur, dans les Alpes d'Haute-Provence, tout simplement, c'est assez sympa. Eh oui, le parc des Écrins, voilà, pour parler des marmottes, les plus belles marmottes d'Europe. Oui, tu pourrais y trouver cela. Un petit clin d'œil à Marius qui nous écoute depuis Gap. Voilà, la ville native d'un certain Camille Combal. Alison, avec toi, 5-0, l'Olympique de Marseille, eh oui, qui est tombé du côté du Parc des Princes. De Zerbi, on n'a rien compris. Je pense que De Zerbi lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Je pense que Roberto De Zerbi est complètement dépassé, complètement abattu aussi du côté de Marseille. Je pense que encore une fois, il se trompe dans cette composition d'équipe. Je pense que il n'a. Alors, est-ce qu'il n'avait pas les bons joueurs? Est-ce qu'il n'a pas le bon effectif? Il y a quand même des recrues. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont arrivées au sein de cet Olympique de Marseille. Mais j'ai l'impression que Marseille n'y était pas. J'ai l'impression qu'on assiste à un bis repetita avec ce qui s'est passé à Bruges. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas rentrés dans le match. Il n'y avait aucune envie. On n'a pas vu des joueurs qui ont pressé. Ils ont été complètement dépassés. Encore une fois, très attentifs. C'est pour ça que je
fait le parallèle avec le match de Bruges, c'est-à-dire que dans la surface, on avait le Paris Saint-Germain qui faisait des 1, 2, 3 et les défenseurs de Marseille qui regardaient, qui attendaient et qui ne bougeaient pas, qui étaient complètement tétanisés, qui étaient comme des plots, comme des enfants face à ce grand PSG, parce qu'il y avait aussi le Paris Saint-Germain qui balbutie. Pourtant, le Vélodrome, c'est plus grand que le Parc des Princes. Hein. C'est plus grand, mais il y a aussi Paris Saint-Germain qui est plus grand que Marseille. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, et surtout ces derniers temps. La passation des mots. Mais pourtant, Alisson, je suis pas en train de faire un discours. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est magnifique. Je valide, vraiment. J'essaie de les trouver. Non, mais c'est vrai. Et surtout, on avait un Paris Saint-Germain qui ces derniers temps balbutie. On sait que faire 90 minutes pour le PSG, c'était compliqué. On sait que vers la 60e minute, ça baissait toujours de régime. Mais là, on a vu un match complet de la première à la 93e avec 3 minutes de temps additionnel du Paris Saint-Germain. On a vu un milieu justement avec un grand Vitinha qui est revenu, un Vitinha qui a fait un match dantesque et un Paris Saint-Germain qui a complètement maîtrisé ce milieu-là. Et Marseille perdu. Marseille, on savait pas s'il connaissait le Parc des Princes, on savait pas si De Zerbi savait qui jouait un classique, on sait pas si De Zerbi croit qu'il est encore en Ligue des Champions et qu'il faut attendre de Benfica pour se qualifier. On sait pas, on n'a rien compris. Wahib, l'Olympique de Marseille avec Yassine et Juan José. En introduction, Alisson a très bien géré la gestion de cet Olympique de Marseille qui s'est totalement cassé les dents contre un PSG qui était revanchard. Tu dis qu'Alisson a bien géré, il faut le dire. Non, mais c'est exceptionnel, c'est de la qualité. Non, c'est de la qualité. Et pour revenir à ces choix de Roberto De Zerbi, c'est des choix incompréhensibles encore une fois du coach italien, notamment avec une défense à 3 et une ligne à 5 défensive. Moi, je trouve que l'animation au milieu de terrain était plutôt timorée de la part du club phocéen. On a vu une équipe de l'Olympique de Marseille qui n'avait pas les velléités pour aller effectuer les courses de l'avant. Il y avait un contre-pressing des joueurs parisiens qui a été mis dès le début du match et qui a été très intense. Dès la première minute, le club de la capitale a une grosse occasion, notamment avec Désiré Doué qui rentre dans la surface de réparation, qui arrive pas à redresser ce ballon, mais il montre qu'il y a quand même une certaine qualité de la part des individualités parisiennes. Mais 60% des passes faites, et ça c'est une statistique par Marseille, étaient par l'arrière dans la première mi-temps, ce qui a été très compliqué pour le club phocéen. Et puis celui qui a récupéré le plus de ballons, c'est Emerson. Les autres ont tous été à moins de 50% des duels remportés défensivement. C'est une équipe qui a été totalement dépassée par les événements, dépassée sur le plan physique, avec peu de tirs, peu d'opportunités. Donc pour moi, cet Olympique de Marseille est à l'image d'un coach qui n'arrive pas à donner une continuité. 33 matchs, 33 changements de dispositifs au cours de la saison. Ça prouve que De Zerbi n'a pas installé cette sérénité, cette habitude tactique, parce qu'aujourd'hui, quand tu enchaînes les matchs tous les 3 jours, et Marseille ne jouera plus tous les 3 jours maintenant, mais tu as une continuité, tu as des matchs à rebondissement, il te faut des repères sur le terrain. Et pour moi, cette équipe n'a pas de repères sur le terrain, cette équipe n'a pas de repères offensivement, défensivement. Et puis encore une fois, De Zerbi s'est trompé sur le choix des hommes individuellement. Quand tu retrouves un João Neves qui pas de repères sur le terrain, tu vas fort, pas de repères, aucun repère pour toi, aucun repère tactique. Medina, ils avaient des repères, ils étaient complètement dépassés. Medina, là c'est 33 changements sur 33 changements au cours de la compétition. Donc repères en ce moment. Moi j'ai jamais de repères dans la société qu'on vit. Il faut en avoir des repères. Crois-moi, il y a les municipales. Tu t'es inscrit sur les listes électorales. D'ailleurs, Bilal, si tu permets. Oui, justement. Même si Marseille n'a pas la cote, mais Bilal, il a la cote du côté de Bijaya. D'ailleurs, une auditrice qui se prénomme Najiba. C'est sympa. Charmante dame. Elle est tombée sur le charme de Bilal. Elle m'a dit de lui transmettre un message. De lui dire je compatis avec lui pour la défaite de Marseille. Voilà, parce qu'elle sait qu'il est Marseillais. D'ailleurs, on profite de cette tribune pour aussi lui passer un grand bonjour. Parce qu'elle nous écoute tous les jours, apparemment, Bilal. On passe le bonjour à tout Béjaïa, à la place Najiba, justement. Voilà. La place Guédon aussi. Voilà. Et ça lui arrive de laisser des messages sur Shoot Africa. Et elle connaît très bien le football. C'est super. Franchement, pourquoi pas? On essaiera de l'avoir sur l'antenne de Beurre FM. Pourquoi pas? C'est promis. Vraiment. Un jour, on va essayer de l'appeler. Yassine, après, la réaction de Wahib concernant l'Olympique de Marseille, c'est 33 changements. Juan José, Marseille, De Zerbi, on va en découdre encore parce que le Paris Saint-Germain, excusez-moi, était très très fort. Il n'a pas de repère, il parle du Parisien ou du PSG. Vas-y. Alors je suis surpris que vous soyez surpris. Sincèrement. Là, c'est une vraie surprise. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais là, mercredi, on a parlé
énormément de Marseille. On est tous d'accord qu'effectivement, Marseille est dans une mauvaise passe, comme ces 3 dernières saisons, où elle est une saison dont d'ici, il y a des périodes où effectivement, elle s'en sort pas. Et ça, on en discutait la semaine dernière. Alors, pourquoi vous attendiez qu'il fasse Marseille face au PSG le match de sa saison? Ben non. On a vu ce qu'on a vu ces derniers temps avec Marseille, c'est-à-dire un club, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui n'arrive pas à établir un système de jeu parce qu'on change tous les matchs, on change de l'alignation, une équipe qui n'a plus la sérénité qu'elle devrait avoir, et dès là la responsabilité forcément des Servis, quoique encore une fois des Servis restent sur depuis l'arrivée de Longoria, l'entraîneur qui a le meilleur taux de victoire de Marseille avec Tudor. Ils sont tous les deux à 57%, quoique peut-être il y a 56 après la défaite de face au PSG. Et puis, de toute façon, c'est vrai que vous l'avez cité, mais on a eu quand même un grand PSG. Ah ouais. On a eu un grand PSG. On a eu un PSG qui a mis un rythme intense tout au long du match. Vous avez parlé du contre-pressing très typique de notre ami Luis Enrique. Et puis, n'oublions pas non plus que ce PSG-là est quand même titillé par Lens. Derrière, et il fallait pouvoir Paris sur dessus. Voilà, pouvoir reprendre la tête de la Ligue 1. Et puis vous avez bien signalé que ce PSG là est une équipe européenne des Champions League qui se prépare effectivement pour le premier trimestre, qui est là où toutes les grandes équipes se préparent, et donc on voit cette montée en puissance du PSG. Mais ne vous étonnez pas du résultat des Marseille, bien sûr, parce que ce qui est étonnant, c'est que vous qui connaissez quand même le football, soyez étonnés de ce qui s'est passé dimanche. Et puis petite anecdote, écoutez, c'est je crois la 6e fois depuis le début de la saison au mois de juillet dernier que le PSG met 5 ou 6 buts. Donc c'est pas non plus c'est quand même une équipe qui a une certaine, et j'ai pas compté ceux où il en a mis 4, il y en a quelques-uns aussi. Donc non, c'est pas du tout étonnant le résultat de ce match, en vue de la qualité des deux équipes et en vue du jeu qui a été proposé, notamment effectivement par Marseille. Yacine Alisson. Il est bouche bée là, ça y est, il sait plus quoi dire. Non, mais c'est bien expliqué. Je sais, moi j'ai joué au football. Je sais faire une véritable analyse. Moi je parle pas dans le vide. Quand je fais une analyse, je la fais parce que je sais ce que ressent un joueur quand il est en difficulté. Ça, c'est une chose très importante que beaucoup de monde ne peut pas ressentir. Ou un joueur qui a une force. Et hier, le PSG a battu Marseille sur un détail qui est très important. C'est la préparation physique. C'est monstrueux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Dugarry qui l'avait souligné. Il lui a dit, avec un PSG dans cette forme, je crois qu'aujourd'hui, il est imbattable dans les 5 championnats d'Europe. Même De Zerbi l'a dit en conférence de presse qu'il a senti son équipe fatiguée. C'est monstrueux, parce que tout à l'heure, Solal, quand il a pris la parole, il avait parlé de Dembélé. Dembélé, le ballon d'or. Parce que on a vu sur le deuxième but, quand il fait l'accélération, des fois nous on regarde, on a l'impression que c'est facile. Mais c'est parti à une telle vitesse, trop rapide. Mais il faut calculer, c'est incroyable. Parce qu'il faut avoir la lucidité quand il fait les doubles crochets et sur son pied qui n'est pas le pied fort, il le frappe avec le pied droit et il le met dans les poteaux. Mais c'est un truc de fou, Bilal. Cette action symbolise le match d'hier. Tu l'as dit, Paris a terrifié Marseille. C'est ça, crucifié même. Alisson. On va essayer de retrouver Solal rapidement. Finalement, avec un peu de recul, et si on essaie de canaliser un petit peu notre euphorie, on se dit que finalement peut-être Marseille est à sa place. C'est-à-dire, je m'explique, pas en Ligue des Champions, ou du moins plus en Ligue des Champions, parce que on a tendance, parce qu'on est français, à vouloir que les équipes françaises. Ils auraient pu passer facilement. Exactement, que les équipes françaises
française y arrive en Ligue des Champions et on est un peu chauvin et on se dit notre indice UEFA et puis pourquoi pas, on sait que Marseille a un passé ou du moins un nom glorieux, donc on a envie que Marseille y arrive en Ligue des Champions et que Marseille revienne et que justement on n'est plus que pas seulement le Paris Saint-Germain, mais on est d'autres vitrines françaises à l'échelle européenne. Mais quand on regarde le début de saison de Marseille qui est en dents de scie, c'est-à-dire Marseille est capable de faire un super match contre Lens, tactiquement, techniquement, être très juste, avoir énormément de pressing, avoir une densité au milieu de terrain et aller gagner 3-0 contre Lens et ensuite passer totalement à côté techniquement et tactiquement, et j'insiste encore sur ces faits, contre un Paris Saint-Germain, parce que au-delà de la défaite, quand on dissèque ce qui s'est passé, pour moi c'est quand même l'échec de De Zerbi, c'est quand même l'échec d'un coach qui n'arrive pas à trouver un système, c'est quand même l'échec d'un coach qui n'est pas sûr de son effectif. Ça veut dire qu'il y a des départs, il y a des arrivées, ça c'est pas de sa faute effectivement, pas tout, mais qu'avec l'effectif qu'il a, il n'arrive pas à trouver un bon système de jeu. Waïb l'a dit, contre le Paris Saint-Germain, jouer à 3 quand les défenseurs ne sont pas au maximum, c'est un suicide. C'est un suicide. Alors Solal, rapide, avant la première pause, on t'écoute. Oui, effectivement, on parlait de terroriser. Le premier terrorisé, je pense, c'est Benjamin Pavard qui a été malencontreusement filmé aussi dans les gradins. Ça fait beaucoup de fois 5-0 dans différentes équipes. Et je pense que la force majeure aussi du Paris Saint-Germain, vous parliez d'état de forme, c'est aussi les entrées de Lee Kang-in et de Kvaratskhelia qui sont en plus couronnées parce que les deux viennent inscrire un but. On a parlé des buts d'Ousmane Dembélé qui était stratosphérique et je mets les deux dans le lot. Il était bien placé, c'est un tap-in le deuxième, mais ça faisait longtemps qu'on méconnaissait un Dembélé aussi bien placé, aussi juste dans son dernier geste aussi. Quand on voit Lee Kang-in entrer en jeu, avoir autant de liberté que ça pour faire un crochet à l'entrée des 20 mètres et envoyer une frappe au premier poteau, c'est génial. Donc encore une fois, le PSG fait comprendre aussi à l'Europe qu'elle a un banc important, et Kvaratskhelia, le geste qu'il réalise, on s'en rend pas compte. Les reprises de volée comme ça, on est habitué à les voir sur des ballons qui viennent sur le côté en général. La balle vient de très très haut, c'est-à-dire qu'on a le temps certes de voir la balle arriver, mais elle est beaucoup plus compliquée à reprendre, surtout pour la reprendre coupée comme ça à ras du sol avec un rebond. Donc aussi ce Paris Saint-Germain là, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment qu'on sait qu'il y a du monde sur le banc. Il y a Dro qui a fait son premier match aussi, on a Gonzalo Ramos qui est rentré, effectivement Mayoulou qui commence à s'imposer, mais de voir à ce moment-là de la saison que non seulement le PSG a un banc d'une qualité extrême, mais de voir aussi que ces joueurs qui rentrent sur le terrain sont capables de s'illustrer mais très rapidement. Kvaratskhelia rentre 5 minutes plus tard, il marque. Lee Kang-in marque. Lee Kang-in rentre 5 minutes plus tard, marque. J'ai envie de dire, c'est extrêmement positif dans les futurs matchs du Paris Saint-Germain. Si Luis Enrique rencontre un problème lors de la mise en place de sa philosophie de jeu. Là, je vais reprendre l'expression de Fran Rosset, c'est que ça me surprend que tu sois surpris. En début de saison, c'était pas forcément le cas, avec beaucoup de blessés. Kvaratskhelia revient au bout d'une semaine. Malheureusement pour le PSG. En début de saison, c'était beaucoup moins bon parce qu'effectivement, physiquement, on sentait que ça tirait un petit peu et que c'était un peu plus difficile, mais c'est dans la continuité de ce qu'a instauré Luis Enrique. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. T'as un 11 de départ et puis t'as un 11 titulaire et t'as des joueurs sur le banc qui eux sont tout de suite impliqués et prêts à rentrer. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, chers auditeurs et auditrices. On reviendra sur ce PSG OM, sans oublier aussi l'élection de Habib Beye du côté de Rennes. Time Sport revient dans un instant. Franprix présente les bons plans du quartier. Dans votre quartier, il y a le voisin qui se lance dans des travaux un dimanche matin. Oups, c'était pas le bon mur. Et il y a aussi votre voisin Franprix qui propose des bons plans. Comme le retour en force de Leader Price dans nos rayons. Et en ce moment, pour 3 articles Leader Price achetés, le 4e est offert. Ça, c'est un bon plan. Franprix, les bons plans du quartier. Offre valable du 8 au 15 février 2026 sur tous les produits Leader Price disponibles dans les magasins participants et applicables sur le produit le moins cher des 4. Panachage possible. Pour votre santé, évitez de grignoter. Envie de fraîcheur et de bons produits? Chez Marché Frais, chaque produit a le goût du vrai, de la qualité et toujours au meilleur prix. Des viandes savoureuses, des poissons ultra frais, des fruits et légumes gorgés de soleil et toujours le plus grand rayon halal d'Île-de-France. Du 12 au 22 février, chez Marché Frais, profitez des promos spéciales Ramadan. Le céleri branche est à 89 centimes la botte et les filets de blanc de poulet halal à 5,99 € le kilo. Marché Frais, déjà 12 magasins en Île-de-France. Trouvez le vôtre.
céleri catégorie 1 origine Italie et blanc de poulet origine UE vendu en barquette de 2,5 kg. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. Bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça qu'Audi TT. Donc, Spider pour cette été. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. Comme la mafia d'Italie, je tape des raviolis. Beurre FM. C'est ça. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Pas besoin de savoir. Demain, je dis Beurre FM. C'est ça. Quand on débarque dans ta grosse villa, on est plein comme chez Ghostface Killa. Dès que ça danse à la Roche et Mila, ta voisine. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. BMW. Cette année, c'est décidé, vous vous remettez au sport. Et pour une fois, vous allez vous y tenir avec la BMW iX1 Finition M Sport. Jusqu'au 31 mars, profitez de la BMW iX1 Finition M Sport à 390 € par mois. Offre pour une BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 €. Opération coup de pouce de 3 381 € déduite. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chantal là-dessous, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur? Je voulais m'équiper d'une pergola et on m'a clairement dit de m'adresser à vous parce que... Hop, j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui parce qu'après ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur akena.com. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas? 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 21 toujours en live avec vous, chers auditeurs et auditrices. On est avec Alison, notre journaliste consultante, Yacine aussi de Chute Africa, sans oublier toi, Juan Rossé, et Wahib qui nous accompagne, le jeune journaliste. Le 01 53 48 3000 pour réagir sur l'Olympique de Marseille, cette défaite, et oui, et aussi cette vague de buts concernant les Parisiens d'un certain Luis Enrique. On revient dessus. Time Sport. La parole des sociaux. Eh oui, un OM de la honte, Wahib. Ouais, un OM de la honte, c'est un mot un peu dur quand même pour une équipe qui essaye de se reconstruire totalement de ces échecs qui ont été plutôt traumatisants, surtout en Ligue des Champions. Moi, quand je vois cet Olympique de Marseille, je dis il manque de continuité et puis c'est encore une fois des choix tactiques qui sont pas totalement respectés au vu du dogme qu'il a mis en place. Je parle de Roberto De Zerbi en Première Ligue. Surtout cette défense à 3, il perd un milieu de terrain, il perd le monopole du milieu de terrain. Donc un OM de la honte. Par des choix tactiques peut-être, un OM qui s'est manqué plus tôt parce que le mot honte et oui en tout cas c'est une défaite historique pour l'Olympique de Marseille qui perd 5-0 au Parc des Princes. Donc oui, ça peut être considéré comme de la honte, mais moi j'ai remarqué que voilà, il y a certains joueurs et certaines individualités aujourd'hui qui manquent peut-être de confiance, notamment la gestion de Roberto De Zerbi sur le choix du tout ou rien, où Geronimo Rulli est le gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue des Champions et qui a une défense très compliquée même s'il sort au premier tour. Et l'année dernière, il fait une saison quand même où il est en confiance, il est très très bon sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Cette année, il est un peu plus en difficulté, au moindre doute, il le change et il met Delange et ça va pas forcément changer les choses au final pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, ce milieu de terrain, cette créativité qu'on a cherché tout au long du début de la saison, après le départ d'Adrien Rabiot, qu'est-ce qui a manqué à cet Olympique de Marseille? De la verticalité, mais surtout créative. Moi, par exemple, quand tu joues un Paris Saint-Germain, honnêtement, on l'a vu la semaine dernière avec Strasbourg, qui a été chercher très haut les joueurs, avec des joueurs qui avaient une rigueur tactique et technique très intéressante, du jeu court, du jeu simple. Comme je le disais, il y a une statistique qui qui m'interpelle particulièrement, c'est les 60% de passes en arrière en première mi-temps, qui montrent que cet école olympique de Marseille n'avait pas de vrai plan de jeu offensif et qui sont venus pour mettre une sorte de bus et un jeu en transition sans plan, comme ce qui s'était passé d'ailleurs au Vélodrome à l'aller. On va pas réécrire l'histoire par rapport à l'Olympique de Marseille. Il marque très tôt. Il y a des assauts parisiens. Marseille gère très bien défensivement. Marseille s'en sort et Marseille souffle. Marseille n'a plus cette grinta qu'elle avait offensive de par certaines éclaircies au niveau de la saison. Ouais. Mais c'est aussi parce que Marseille a une adversité plus forte que elle en face. On parlait tout à l'heure de Lens.
Lens avec un milieu de terrain beaucoup plus technique, et Roberto De Zerbi avait très bien compris, il avait très bien préparé son match où il avait mis Noah Neri et un milieu de terrain très technique. On sait que Lens, quand il y a un milieu de terrain avec de la qualité technique, avec du jeu, Lens n'existe pas. Contre Lyon, ça a été pareil, et pourtant Lyon n'a pas le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, notamment avec Tessman, Morton, je me rappelle en début de saison. Donc pour moi, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain, et là je rebondis à ça, je passe à quelque chose d'autre, ce Paris Saint-Germain va avoir des difficultés face à un Lens dans la créativité, malgré l'arrivée de Saint-Maximin qui lui joue dans un rôle plus de côté offensive. Pour moi, ça va être des questions différentes, ça va être des questions de proportion, et puis cet Olympique de Marseille, c'est de se reconstruire petit à petit, parce qu'il va y avoir des grosses échéances, et Juan José nous en parlera. Mais pour moi, honnêtement, Strasbourg, ça ne sera pas simple. À la Méno, à l'aller, Marseille a gagné avec de la difficulté. Au Vélodrome, face à un public qui va être exigeant, qui va pousser, qui va peut-être aussi siffler ses joueurs, parce que la semaine dernière contre Rennes, ils ont été quand même, je trouve, très sympas avec la avec les joueurs olympiens. Donc pour moi, honnêtement, quand j'écoute par exemple les conférences de presse de Roberto De Zerbi où il n'a pas de réponse à ces questions, c'est que t'as pas de réponse à tes questions. Mais pourquoi il est dépassé? Parce que il n'a pas mis de rigueur. Il n'a pas mis d'habitude tactique à son équipe, et que il l'avait fait aussi en première ligue. Il y a beaucoup de changements de tactique tout le temps comme ça. Il y a aucune stabilité. On peut me dire que oui, aujourd'hui, Marseille jouait tous les 2-3 jours. Oui, très bien, le Paris Saint-Germain le fait. Il y a des équipes en Europe qui le font. Pour moi, il s'est perdu dans des idées, et il a été aussi perturbant en début de saison. Il n'est pas dépassé parce qu'on a mis la barre trop haute à Marseille. Là, bien sûr, mais il y a un populisme autour de ça. Il y a un populisme. Je pense que l'euphorie qu'on a fait mûrir au début de saison du côté de l'Olympique de Marseille, du côté des dirigeants, je pense que c'était pas la bonne stratégie. C'était vraiment pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que De Zerbi, il arrive, il va révolutionner Marseille. Marseille, ça serait une équipe avec du jeu, qui proposera du jeu. On retourne en Ligue des Champions. Les gars, vous allez voir peut-être même que on va accrocher la 2e étoile au maillot. Je pense que c'était pas la bonne stratégie. C'est pas la communication de l'Olympique de Marseille, ça. Hein. Non mais c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il y a eu une euphorisation. C'est-à-dire que quand De Zerbi exactement, c'est là où je veux en venir. Et je pense aussi que on doit être à l'écoute de ses supporters. Ça veut dire qu'il y a un moment où on doit communiquer aussi quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, en disant les gars, laissez-nous le temps. On revient en Ligue des Champions, on essaiera de se qualifier dans les 24, machin, etc. Et pas de participer à cette espèce d'euphorie ambiante qui finalement crée cette atmosphère de peur, à mon sens, qui se retranscrit sur le terrain et sur les joueurs. Bien sûr, mais moi pour rebondir à ça rapidement, Mehdi Benatia a toujours eu une bonne communication par rapport à l'Olympique de Marseille, que lui, c'était de se requalifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine et finir dans le top 3, que la Ligue des Champions n'était pas une priorité principale. Je pense qu'il a été très mesuré dans sa communication au vu de ce qu'il a comme ambition et au vu du travail qu'il fait en interne. J'ai pas trouvé cet Olympique de Marseille aussi ambitieux qu'il le paraisse, et on a même reproché en début de saison que Marseille n'était pas aussi ambitieux dans sa communication pour aller titiller le PSG. Mais par contre, voir cet Olympique de Marseille aujourd'hui s'effondrer totalement avec aucune communication, en fait. Aucune communication. Par exemple, on voit un De Zerbi, dans ses choix tactiques, il est complètement dépassé. Et pourtant, il parle. Mais il parle pour ne rien dire. Ouais. Il parle pour ne rien dire en conférence de presse. Et c'est très compliqué. Ouais. Il y a une habitude des joueurs. Et pour moi, le problème de cet Olympique de Marseille, c'est d'avoir une sérénité. Moi, je trouve que recruter massivement pour un club, et parce qu'il y a eu beaucoup de départs cet hiver, il y a eu beaucoup d'arrivées cet été, et que c'est devenu un club un peu, un club de passage, en fait, un club de passage. Tu appelles, toi, la bonne communication de Mehdi Benatia? Exactement. Le problème, c'est Mehdi Benatia, l'Olympique de Marseille, c'est pas De Zerbi. Ouais. Aujourd'hui, De Zerbi, on a l'impression qu'il est l'entraîneur en chef. J'ai l'impression qu'il a 2 entraîneurs au-dessus de lui. Mais à un moment donné, il faut que les choses elles soient claires. Mais il n'arrive pas à expliquer ses choix tactiques, Yacine. Comment il n'arrive pas Il n'arrive pas à les expliquer. En conférence de presse après la fin des matchs, les interviews d'après-match, il n'arrive pas à les expliquer. C'est Benatia qui arrive à expliquer les choix tactiques de l'Olympique de Marseille. Ah non, mais Benatia, ça n'a rien à voir. Il a une bonne communication. Mais là, le vrai problème à Marseille, c'est quoi pour toi? C'est Longoria et Benatia. Benatia, le duo. C'est le duo Longoria et Benatia. C'est le duo qu'il faut virer c'est le duo qu'il faut virer de Marseille, Bilal. Ah ouais, carrément. Bah oui, aujourd'hui, pourquoi ils prendraient pas l'échec? Ça mal, ça. Bah oui, c'est eux qui sont mis en avant tout le temps. On a l'impression que la parole de De Zerbi, elle compte pour des prunes. Mais je suis d'accord avec Yacine. Même après la défaite face à Bruges, j'ai trouvé Mehdi Benatia très dur pour. Mais qu'est-ce qu'il fait Benatia dans le vestiaire à la mi-temps du PSG OM? Parce que c'est lui l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Moi, c'est ce que je demande. Est-ce qu'il aurait fait la même chose avec un entraîneur de la trempe de Guardiola ou de Klopp? Mais jamais il aurait osé mettre même les déclarations, encore une fois. Les déclarations, il est en contradiction souvent donc à un moment donné, le vestiaire n'adhère plus à la politique de Zerbi. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de tirer sur une ambulance. C'est très facile. Mais la responsabilité, elle est partagée, mon cher Bilal, entre le duo Benassia Longoria, Zerbi, et il faut pas oublier, mon ami, les joueurs. Et les joueurs, à chaque fin du mois, ils perçoivent des salaires faramineux à l'Olympique de Marseille. Et derrière, quand on voit leurs prestations hier, c'est pas des Zerbi qui va chausser qui va mettre les chaussures et la culotte pour aller courir derrière Dembélé, Bilal. À un moment donné, c'est facile de tirer sur des Zerbi, c'est fusible, c'est facile. On enlève parce qu'on peut pas enlever les 25 joueurs, on enlève l'entraîneur. Mais il faut poser la véritable question à Marseille, qu'à un moment ou à un autre, il faut un homme qui a de la poigne, qui pourra chapeauter. Pourtant, il en a des moi, j'ai dit, il le faut un manager à l'anglaise. Voilà, Alex Ferguson. Voilà, quelqu'un qui pourra tout chapeauter. Il n'y aura pas de transfert d'informations en vertical et en horizontal bilan. C'est ça le problème de Marseille. Tout le monde, même les influenceurs, on leur parole, quand tu vois à la fin chaque match de simples guignols qui gesticulent sur les réseaux sociaux pour attaquer. Après c'est les réseaux sociaux. Il faut les dénoncer, les réseaux sociaux. C'est pas qu'il y a pas que qui ont le droit de dénoncer les gens. À un moment donné, il faut leur rendre. Il faut faire un western. C'est lui qui va tirer le premier. C'est Toufik qui nous dit bien parler. Voilà ce monsieur. C'est Yacine ce monsieur. Vas-y, rentre aussi. Merci à Toufik. J'ai l'impression qu'on est parti comme ça sur plusieurs sujets. Tu sais que c'est Marseille, ça part dans tous les sens. C'est comme ça. De tranquillité. Alors, d'accord que ça fait mal cette défaite parce que c'était le PSG. L'ennemi juré. Encore une fois, parce qu'on a la mémoire courte, mercredi dernier, on était tous en train de critiquer Marseille avant le match face à Rennes. Mais après, Marseille arrive à se qualifier assez facilement. Et donc, cette équipe n'a pas énormément changé. C'est vrai que cette défaite, c'est face au PSG. C'est vrai qu'il y a 5 buts. Mais en fait, ils ne sont qu'à 3 points de Lyon. Ils ne sont qu'à une petite victoire de Lyon. Et là, l'importance des prochains matchs qui vont arriver. Lyon, les prochains matchs qui vont arriver face dans ce duel particulier avec Lyon, parce qu'à la fin du mois, il y a Marseille-Lyon qui devrait clarifier les choses. Là où Marseille ne peut pas se rater, parce que le fait de se rater à Paris, c'est 90% des équipes qui viennent ici se ratent. C'est comme ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, il ne doit pas se rater dans les 3 prochains matchs qui vont arriver, parce que il y a d'abord Strasbourg qui va visiter Marseille, le Vélodrome, et puis Marseille qui va aller visiter Brest, et puis il va recevoir Lyon. Et donc peut-être que dans ces 3 prochains matchs, on va vraiment voir ce que vaut Marseille. Et puis, il est logique qu'on s'enflamme avec Marseille en début de saison, parce que après tout ce qu'ils ont souffert l'année dernière, ils ont réussi quand même à terminer les dauphins du PSG, à se qualifier au Champions League. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour les supporters, c'est normal, et que les clubs aient des ambitions, c'est normal. On ne peut pas avoir les mêmes ambitions que le PSG, c'est logique. Quelqu'un qui pense le contraire se trompe, bien sûr. Le PSG joue dans un autre championnat. Et puis pour finir, parce que tu as parlé effectivement du cas, on a parlé du cas des Serbie et du cas de Longoria. C'est vrai que Longoria est responsable en tant que président de Marseille de ses choix en tant qu'entraîneur. On l'avait dit encore la semaine dernière. Depuis 2021 et l'arrivée de Longoria, De Serbie, c'est le 6e entraîneur. Le 6e entraîneur. Il n'a pas su trouver le bon entraîneur pour le PSG. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est sa responsabilité à lui en tant que président. Ça, c'est la réalité. Mais après, encore une fois,
il y a 3 matchs qui vont venir en ce mois de février qui sont, je pense, essentiels pour ne pas se rater cette saison. S'il réussit à la fin du mois à gagner ces 3 matchs, à mettre un peu de distance peut-être avec Lyon, peut-être que au mois de mars on parlera d'autre chose, justement parce que ils n'ont pas joué la Champions League, parce que maintenant pour eux la seule chose c'est la Ligue 1, voire la Coupe de France. La Coupe de France. Mais le véritable problème, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. C'est le PSG qui est trop fort pour le championnat de France. Mais le PSG c'est fort. Mais c'est vrai. Moi, dans mon analyse, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quand on le voit dans la forme d'hier, moi je ne vois pas beaucoup d'équipes en Europe qui pourraient le résister. Et encore Marseille. Quand on leur a proposé de jouer la Super League, ils ont dit non. On fait quoi alors? Ça va venir un jour ou l'autre. Mais après Marseille, une fois le match du PSG est plié, ils ont rempli les valises. Ils ont leur chance à jouer pour une place en Ligue des Champions, face à Lyon, face à Lens. Voilà, donc rien n'est perdu. Parce que quand on voit, ils ont battu Rennes. Après Rennes aussi, elle est convalescente, elle est même, c'est malade, Rennes. ils sont même, je crois, ils ont viré le coach, ils sont dans une situation un peu très critique. Donc c'est une situation qui ressemble un peu à Marseille, mais dans le bas du tableau, hein. Donc, mais sinon, le football, le championnat, les autres équipes qui composent. Bas de tableau, hein, Rennes est 6e, hein. C'est le bas de tableau, hein. C'est le bas de tableau. Il y a le PSG qui est en haut, et tout ce qui vient après, c'est le bas de tableau, mon cher. C'est le bas de tableau, hein. Pour moi, c'est le bas de tableau. Ça veut rien dire. Yacine. C'est le bas de tableau pour moi. Yacine, on va écouter Waheb. Allez, vas-y, Waheb. Vas-y. On écoute Waheb. Non, mais pour revenir à la communication, déjà, il y a différentes communications dans cette Olympique de Marseille, et moi, je me rappelle, au début du mandat de Longoria, il avait comme projet de pouvoir titiller le PSG en utilisant des modèles différents de ce qu'il avait pu voir, en se faisant passer un peu pour un génie économiste du football et dire on va aller accrocher ce Paris Saint-Germain. La différence, c'est qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a changé de politique sportive, elle est dans une politique de performance, moins dans la starisation, donc ça va être aller chercher des titres, aller glaner tout ça, et l'Olympique de Marseille est retombé, je dirais, dans l'ombre dans l'ombre du deuxième club français iconique de cette histoire du football français, en tout cas. Mais pour moi, quand je regarde le niveau de jeu de cette Olympique de Marseille, qui est très irrégulier, c'est surtout cette gestion de course. La gestion de course qui est très irrégulière. D'accord, ils ont gagné contre Rennes, qu'un Rennes qui est malade, comme vous l'avez dit, et pour moi ce n'est pas une référence d'aller gagner, ça rassure, ça relance toujours au niveau de la confiance pour les joueurs, surtout, c'est ça le plus positif, mais pour moi cette Olympique de Marseille aujourd'hui va avoir des dualités, des confrontations, notamment Strasbourg, qui avec Gary O'Neill ne baisse pas ses principes de contre-pressing, et dans quelle mesure De Zerbi va faire des choix, parce qu'on nous dit que c'est pas la faute de De Zerbi, que c'est la faute de Benatia, mais celui qui entraîne l'Olympique de Marseille jusqu'à nos jours, c'est lui, et qui fait 33 changements par match. Il a fait 33 changements cette année et qu'il n'a pas ramené cette stabilité aux joueurs. Ensuite, pour moi, il y a aussi son attitude hors du banc, où à certains moments durant la saison, moi je me rappelle du match à Metz où il s'enflamme, il va se battre avec des supporters, il joue un peu ce truc-là, ce populisme de moi je suis un ultra, moi je viens de Brescia. Marseille n'a pas besoin de ça. Marseille a besoin d'un coach avec des idées, un coach un peu à la Pierre Sage, qui va avoir un groupe, qui va faire progresser individuellement les joueurs et qui va pousser, au vu de ce qu'il a dans son effectif, ces joueurs pour adapter un système à ça. Parce qu'un coach aujourd'hui, et Yacine, toi tu as joué en Algérie à un bon niveau et tu m'en as sorti des anecdotes et tu as côtoyé des joueurs. Aujourd'hui, un coach, quand il a des joueurs avec différents profils, il doit tirer le meilleur de ses joueurs. Mais quand je vois par exemple qu'un Benjamin Pavard il est pas en forme, qu'il n'arrive pas à gérer, que Leandro Balerdi aujourd'hui c'est une catastrophe et qu'il le laisse sur le banc et qu'il a une légitimité, qu'il le laisse en fait sur le terrain, qu'il n'aille pas sur le banc, il a une légitimité. C'est quoi ces questions? Kamine Gouiri, en début de saison, on nous a dit c'est l'attaquant numéro 1, mais on lui met un attaquant, on recrute un attaquant qui va être dans ses pattes, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait un très bon début de saison et qui lui casse sa confiance. Mason Greenwood qui, quand il ne fait pas les efforts, il lui tombe dessus, il lui dit ouais mais Mason Greenwood faut qu'il fasse un peu plus d'efforts, faut qu'il court un peu plus. Mais tu gères tes joueurs de façon, je dirais en fait hasardeuse. Et ça, on peut me dire qu'à l'italienne, c'est un coach à l'italienne, c'est un coach à l'émotion. Je suis pas d'accord. Il y a des coachs à l'italienne, il y a des coachs à l'émotion qui ont ramené des titres. Antonio Conte, il avait des émotions, mais Antonio Conte, il faisait gagner ses équipes et il leur donnait
donné, il les a fait progresser. Moi, je me rappelle qu'à l'Inter, Lukaku et Lautaro Martinez, c'est lui qui a instauré ce jeu-là avec les Pistons, et que l'Inter, pendant des années, ils ont joué comme ça. On nous dit que lui, il veut laisser un héritage à Marseille par la suite. Là, il ne laisse aucun héritage. Il n'y a aucune régularité. Alors, on revient rapidement avec toute l'équipe de Time Sport pour la dernière partie de l'émission. Time Sport revient dans un instant. Partout en France, un seul son vous accompagne. Beurre FM, en DAB+, et en qualité numérique. Paris, Orléans, Rouen, Nice, Marseille, Toulon, Besançon, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et Chaland. Beurre FM, c'est aussi le mélange qui nous rassemble. Rail, kabyle, fusion, rap, R&B, hit, des nouveautés, des sons qui font vibrer. Des infos en France, au Maghreb et à l'international. Des émissions culturelles, des jeux et des animateurs proches de vous. Beurre FM en DAB+, le son qui nous relie, la radio qui vibre avec vous. Où que vous soyez. Toujours à vos côtés avec Alliance. Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes sont intoxiquées par le monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore qui se forme lorsque les appareils de chauffage fonctionnent mal ou que le logement est mal ventilé. La prévention commence avec l'entretien régulier des appareils de chauffage et une bonne aération du logement. Mais on peut également s'équiper d'un détecteur de monoxyde de carbone qui alerte très vite en cas de présence de gaz. Plus d'informations sur alliance.fr. Sur Beurre FM, vos messages ne passent pas inaperçus. Ils voyagent de fréquence en fréquence et résonnent jusqu'au cœur de vos futurs clients. Vous avez une offre, un service, un événement? Nous, on a l'audience qu'il vous faut. 23 fréquences FM partout en France et 17 en DAB+. Faites de Beurre FM le porte-voix de votre réussite. Contactez notre équipe au 01 53 48 30 47 ou 49 ou écrivez-nous à pub@beurrefm.net. Beurre FM. Ici, vos idées prennent la parole. Beurre FM. Bien plus qu'une radio. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour pour la dernière partie, 20h41, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, toujours là avec à la réalisation Solal. Sans plus tarder, on va retrouver Alison, notre journaliste consultante, aussi Wahib, journaliste, et nous, notre reporter avec Juan Trocé et le fondateur de Chute Africa, Juan Trocé. On regarde un peu les pages sur Chute Africa avec Yacine. Allez, on va parler des Bretons. Time Sport, le mode pressing. Oui, retrousser peut-être un mot avec Wahib concernant Habib Beye, démis de ses fonctions d'entraîneur. Eh ben oui, du Stade Rennais. Oui, mais c'est super la France, hein. Les Ligue 1, c'est super. Parce que vous virez un entraîneur qui a son club à la 6e place et donc qui est qualifié pour la Conference League. Ouais. Si vous étiez 18e, 15e et que vous virez l'entraîneur qui pour l'instant vous amène en Europe. Pour l'instant, on verra ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Donc, mais ça c'est très français de virer des entraîneurs. Ah ben ça, à chaque fois. Parce qu'on suppose que ça va pas prendre la graine. Mais écoutez, vous avez attendu 21 journées. Peut-être que attendre le mois de février pour voir. Mais là, on est pas dedans. Une très mauvaise idée. La rentrée, on est dedans. Il y a 3 matchs encore au mois de février. 3 matchs encore. Donc, c'est pas. Sincèrement, il y a des décisions qui parfois sont difficiles à comprendre parce que les résultats sont là. Et donc une équipe qui les résultats maintenant évitent. Juan Trocé, je l'apprends pas. Mais vous êtes tu connais bien aussi la Liga. Vous êtes qualifié pour l'Europe, pour la Conference League. Donc si vous voulez, vous misez sur le fait de trouver un entraîneur, mais encore une fois, vous allez trouver qui dans le marché? Ah ben là, un autre entraîneur qui a été viré ailleurs ou qui n'a pas été pris cette saison et que vous allez le repêcher? Moi j'ai des doutes. Il a peut-être un nom, Wahib. Bah déjà, avant d'avoir un nom, on va revenir sur le bilan d'Habib Beye, voilà, qui avait commencé sa saison sur les chapeaux de roue en gagnant contre l'Olympique de Marseille 1-0. Et après, il y a eu la traversée du désert de confiance où il y a eu déjà dans un premier temps, dans cette première partie de saison, des rumeurs de départ d'Habib Beye qui ont ressurgi il y a quelques temps et puis voilà son départ définitif. Mais pour revenir sur ce Stade Rennais, il faut savoir que Habib Beye c'est 4 points pris en 2026 depuis le début de saison. Donc 4 points pris, c'est quand même
assez maigre pour une équipe qui vise l'Europe. 6e parce que derrière ça n'avance pas et qu'il n'y a pas de grande régularité, et qu'en ce moment les équipes, on appelle ça le trou noir de l'irrégularité en janvier, où après les CAN, après la CAN surtout, les joueurs reviennent, se réinstallent après la trêve internationale. Donc pour moi, Habib Beye était dans une période où il avait tout à reconstruire à Rennes, et il avait pour moi un très bon effectif, notamment Camara, Rongier au milieu de terrain, qui aurait pu mettre du volume, parce que c'est des défenseurs avec du volume, mais il manquait de créativité dans ce milieu. Mais ça, c'est pas symptomatique que de cette équipe de Rennes. C'est des équipes de Ligue 1 qui ont moins de technicité, parce qu'un joueur technique coûte plus cher, parce qu'un joueur technique aujourd'hui sur le marché, c'est plus bankable, et que ce Stade Rennais qui n'a plus par exemple un Andro Majeur qui était Mayer le Croate, qui était très bon, et qui avec des Bourigeaud qui animait la technicité de cette équipe de Rennes. Et il y en a plus aujourd'hui. C'est des joueurs physiques que Habib Beye forcément ne portait pas tout le temps dans son dogme et dans ses principes de jeu. On nous a parlé de Seko Fofana, mais Seko Fofana est arrivé amoindri, et pour moi c'était la fin. Donc c'était plutôt compliqué. 44% de victoire pour Habib Beye. Dans ce bilan de la Ligue 1, pour moi c'est dommage pour un entraîneur. Il a même dépassé le record de défaite de Sampaoli l'année dernière. Et pour savoir, Habib Beye a été intégré l'année dernière. Je me rappelle, c'était à cette période de janvier ou décembre où il a été réintégré. Donc un an après, il part. Mais en fait, ce qui va se passer dans ce club du Stade Rennais, c'est que cette gestion de continuité, de se débarrasser des coachs aujourd'hui, elle est présente, et que la famille Pinot ne veut plus forcément investir comme elle l'a fait auparavant, surtout avant l'époque Covid. Il ne veut pas plus investir. Il ne peut plus investir parce que non, mais parce qu'aussi il y a l'histoire des droits télé, et que ça a énormément touché les clubs de Ligue 1. La masse n'est plus la même. La masse salariale n'est plus la même. Et puis il y a quelque chose. On a vendu un joueur qui va rester jusqu'à la fin de la saison, Jacquet, qui s'est blessé, qui fait très mal à cette équipe. Ensuite, c'est Traoré, je crois, qui est parti en Arabie Saoudite, si je me trompe pas. C'est Traoré qui est parti en Arabie Saoudite, et qui va partir totalement, qui change totalement les plans de cette équipe. En termes d'attaquants, on peut nous parler d'Esteban Le Paul, qui est très bien placé, mais derrière, est-ce qu'il y avait vraiment un numéro 9? On nous parlait d'Altamari, mais Altamari, est-ce qu'il peut porter le jeu de cette équipe totalement? Non. Altamari rentre dans un système, et rentre dans les choix d'un coach sur un certain système physique. Donc c'est les questions à se poser. Maintenant, qui voir dans pour ce club du Stade Rennais? Alors moi, toi, ça fait un an que j'en parlais. Et j'en ai parlé autour de mon entourage. Moi, c'est Franck Hez. Franck Hez. Pourquoi? Parce que Franck Hez, c'est son rêve. Il est rennais, qu'il a voulu venir à Rennes l'année dernière, que Nice l'a retenu, et après il y a eu cette prolongation. Donc venir à la mi-saison, c'est peut-être pas idéal pour lui, qui a connu quand même les méandres de l'OGC Nice. Maintenant, s'il arrive en demi-saison, on lui demandera pas autant d'exigences, mais Francaise, avec ce qu'il a fait à Nice, en les qualifiant en tout préliminaire de Ligue des Champions, il est capable de le faire avec le Stade Rennais. Moi, j'en ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ça. Vas-y, Yacine, avec Alisson. Bilal, à entendre en France, toujours sur tous les médias, ils font toujours sortir un nom à connotation française. Franck Hayes, c'est des sources sûres. Jean. Après, il y a d'autres entraîneurs, il faut les tester. C'est des jeunes qui arrivent sur le marché. Alors vas-y. Non. C'est des joueurs. Il faut mettre la jeunesse, comme Waheb. Mais tu vires pas un entraîneur pour tester un autre. Voilà. Tu veux trouver quelqu'un qui soit qui apporte des garanties. Tu vas chercher un jeune, on va tester, voir si ça marche. Franck Hayes n'apporte aucune garantie, mon cher ami. Ah ben, faut qu'on arrête. Il y a des jeunes entraîneurs, ils ont démarré, ils se sont affirmés, parce que le football, c'est une connaissance, c'est une personnalité. Moi, je peux te citer 10 jeunes entraîneurs qui n'ont pas exercé en première division en France, ils sont meilleurs que Franck Hayes tous les jours. Je te donne l'exemple de Karim Belhoussine, qui a entraîné Courtrai, qui a entraîné Anderlecht, qui a entraîné Charleroi, mais il vaut 10 fois Franck Hayes, mais 10 fois tous les entraîneurs français qui sont en Ligue 1 tous les jours. Mais parce qu'il s'appelle Karim, mais il n'y a personne qui ira le chercher. Même en Belgique, où il a fait ses preuves, à chaque fois on lui propose d'être en duo avec quelqu'un. Faut qu'on arrête à un moment donné. Ismaël Bouzid, il a tous les diplômes. Maintenant, il s'est exilé aux Émirats. Mais la personnalité d'Ismaël, mais ça n'a rien à voir avec Franck Hayes. Ismaël Bouzid, il se met dans un vestiaire, il n'y a aucun joueur qui va se l'ouvrir. Déjà par sa grande carrière, il a eu une grande carrière de footballeur, il a été champion avec Galatasaray. Mais malheureusement, ces jeunes-là, on leur
ces gens-là, on leur donne pas leur chance. Donc on sort toujours les mêmes. Pierre Sage, Franck Hayes, Frédéric François, Enrico Macias. Mais à un moment donné, c'est l'immigration qui fait le football en France. Oui, bien sûr. C'est l'immigration qui a fait le football en France. Ouais, c'est vrai. Et les entraîneurs, c'est toujours des Français de souche. À un moment donné, il y a un problème. Il y a de tout. Non, mais c'est la vérité. Ouais, mais il y a de tout. Mais c'est la vérité, il n'y a pas de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas de tout. Cite-moi un an, mais à part Abibé qui est international sénégalais, il vient d'être viré. Cite-moi un autre nom qui est d'origine africaine, qui entraîne en Ligue 1 en France. Cite-moi un seul. Mais je te laisse jusqu'à 2050. Il y avait l'année dernière, il y avait l'entraîneur guinéen qui est descendu avec Reims, c'était Diawara, je crois. Diawara, il me semble. Il y avait une époque Makelele, mais bon, c'est vrai que c'était pas maintenant. Claude Makelele est un international français. Claude Makelele je parle des joueurs internationaux africains qui sont nés en France, binationaux. Voilà, et ces mecs-là c'est qui forme tous les joueurs en Île-de-France? Alors? C'est toi? C'est les François, c'est les Marc, c'est les gens qui les font. Mais c'est la réalité. À un moment donné, il faut crever l'abcès, mon cher ami. Ouais. Pourquoi on ramène un Espagnol, c'est un très bon entraîneur. On a crevé beaucoup sur ce plateau. Pas bon entraîneur. Jamal Belmadi vaut tous les entraîneurs espagnols réunis. Et c'est la vérité. Toi, tu dis ça. C'est la vie, moi je te le dis. Ok, Belmadi. C'est un exemple. Non, ça, son Jack, ça fait 40 ans qu'il entraîne en France. Est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui veut se taper dans sa porte pour lui dire on te donne ta chance. Et couler le football sur le bout des doigts. Ouais, bien sûr. Et couler la France sur le bout des doigts. On est en train de dévier du sujet. Mais on ne dévie pas du réalité. On est à la 21e journée. On est 6e du championnat. On est qualifié pour la Champions League. Et on vire l'entraîneur. Il ne s'agit pas de savoir d'où il vient. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui pour la 22e journée, justement, pour essayer de renforcer cette équipe des. Il s'agit pas de une nouvelle fraîcheur. C'est important de savoir d'où il vient. Moi j'ai une question. C'est très important de savoir. Moi j'ai une question pour Yacine. Alors vas-y. Toi qui connais très bien Jamel Belmadi et qui a des très bonnes relations avec lui. Non mais je te pose une question. Non mais je te pose une question. Tu penses que dans le climat actuel de Rennes, Jamel Belmadi, ça serait propice qu'il entraîne cette équipe? C'est lui qu'il leur faut. Il va les mettre tous au travail. Mais c'est un club qui ne bosse pas, mon cher ami. Mais t'arrêtes. Tu penses qu'il n'a pas besoin de... Il y a 10 ans, tu penses qu'il n'a pas besoin de sérénité? Tu penses qu'il n'a pas besoin de sérénité? Quoi? Tu penses qu'il n'a pas besoin de sérénité pour commencer son... La sérénité, c'est les dirigeants qui la mettent en place. Bien sûr. Ce n'est pas un entraîneur qui met de la sérénité. C'est les propriétaires du club qui doivent créer un climat. Je suis obligé de le dire. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute et on a Jamel qui nous dit encore une fois, il a raison ce monsieur. Je rappelle, ce monsieur c'est Yacine. Je suis obligé de le dire. C'est sur les réseaux sociaux. Alice, on va t'écouter. Bon, il voulait de la nouvelle fraîcheur en fait. C'est comme ça qu'il essaie de l'exprimer. Des nouveaux visages. Oui, des nouveaux visages. Les visages qui ressemblent à la France, Bilal. Ils font pas Yacine, mais c'est comme ça qu'il c'est un ras-le-bol. Non mais il a raison. Vas-y. Il a le droit de le penser, Yacine. Mais au-delà de ça, pour en revenir à Bibet, je pense que avec Rennes, c'est un mariage qui n'a jamais pris. J'ai l'impression, dès son arrivée, c'était effectivement Juan José et Wai Blondi. Il a eu d'abord des bons résultats, mais il a été contesté très vite. Contesté dans ses prises de parole, contesté dans ses décisions, contesté dans ses positions, même quand il a pris certaines positions personnelles hors football, où il est un petit peu monté au créneau, et directement on lui a tapé dessus, on l'a invectivé, et on a même peut-être oublié que c'était peut-être un coach, et que c'était peut-être quelqu'un qui représentait aussi le sport. Alors pourquoi justement on l'a pris comme ça? Est-ce que peut-être c'est du dédain? Est-ce que peut-être on doit se poser d'autres questions? Bien sûr, il n'a pas été viré uniquement pour le côté sportif. Je ne sais pas. Parce que c'est un garçon très intelligent. Parce qu'il a pris. Et présente bien. Non, mais bien sûr. Au-delà de ça, c'est parce qu'il a pris des positions affirmées et fermes, notamment pendant la CAN, quand il s'est insurgé que on ne puisse pas lâcher les joueurs tôt et en tant qu'ancien international.
scandale plutôt. Et là, il parle en tant que personne qui a eu les deux casquettes, c'est-à-dire qu'il a joué au football et aujourd'hui il est entraîneur, il a connu la CAN et aujourd'hui il entraîne des joueurs qui vont potentiellement à la CAN. Il s'est dit que c'est un scandale et je pense que ces discours-là sont à contre-courant du moins de énormément de clubs parce qu'on l'a vu, ils les ont lâchés je crois 3-4 jours avant, moins d'une semaine du moins avant le début de la CAN. C'est ça, avant le début de la compétition. Donc je pense qu'au-delà même de l'aspect sportif, je pense que Abibay et Rennes, c'est un mauvais mariage et c'est pas plus mal. Le même discours. C'est ça, c'est pas plus mal pour lui qui parte après. Effectivement, il y a le deuxième parti. Je pense que c'est se tirer une balle aussi dans le pied. Quand, comme Juan José l'a rappelé, t'es 6e au classement, c'est-à-dire que t'es pas très mal placé. Tu fais partir ton entraîneur dans la deuxième partie de saison. Je pense que ça va être difficile de trouver un autre entraîneur. Je pense que ça va être difficile de trouver un entraîneur qui maintiendra et qui va durer dans le temps. Et aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que je sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça que cette Ligue 1 n'est pas très compétitive. C'est que on a une instabilité des clubs. À part le Paris Saint-Germain, on a Lyon qui est passé près d'une relégation, on a Marseille où ça va pas, on a d'autres clubs qui sont énormément en dents de scie. Donc on a le Paris Saint-Germain qui nous amène une stabilité au niveau sportif et au niveau des résultats aussi, et puis tous les autres ça vacille. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on a du mal à vendre cette Ligue 1? Est-ce que c'est pour ça que les clubs n'arrivent pas à performer au niveau européen? Il y a énormément de questions à se poser avec les limogeages d'entraîneurs en deuxième partie de saison. On termine cette émission rapidement. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, c'est surtout sur le choix des coachs. Et moi, il y avait un choix à l'époque qui m'avait semblé très intéressant, c'était pour Lorient, c'était Régis Lebris. À l'époque, Régis Lebris qui avait un dogme un peu de jeu, qui est de pressing, d'intensité. Et ben là, il part en Angleterre et il s'en sort très bien parce qu'il a une stabilité et qu'il a les fonds pour réussir. Il a gagné la Première Ligue. Il a gagné la Championship et il est monté avec Sunderland. Et il est aujourd'hui un coach qui pose ses idées. Moi, par exemple, on parle de choix de stabilité des coachs. D'accord, ok, mais c'est aussi au club de Ligue 1 de travailler mieux. Lens a moins d'argent, mais Lens recrute avec ce qu'ils ont fait. Jean-Louis Leca fait un travail exceptionnel à la base des recrutements. On parle d'un ancien joueur de Ligue 1 qui est maintenant directeur sportif du club Sang et Or, qui a très bien travaillé avec Pierre Sage. Mais pourquoi? C'est parce que Pierre Sage et Jean-Louis Leca ils parlent ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble. Parce que par exemple tout à l'heure ce qu'on nous parlait avec l'Olympique de Marseille, c'est que aujourd'hui De Zerbi, Benatia, peut-être que ça s'entend pas forcément sur les choix de joueurs. Peut-être que à Rennes avec Abibay et la famille Pinault, il y avait pas forcément l'entente parfaite exécutée pour le choix des joueurs et le choix de ce que lui voulait comme projet. Après, moi quand je vois qu'il a pris quand même 34 buts en Ligue 1, t'as quelqu'un qui veut des joueurs et t'as des dirigeants exactement. Qui veut plus et surtout pour finir rapidement, ils n'ont pas gagné en 2026. Donc la place européenne, dans 2 journées, c'est fini pour eux. Donc aujourd'hui, on peut nous dire qu'il est bien placé. Ouais, il est bien placé pour l'instant parce que les clubs de derrière se sont cassés les dents. Mais Rennes ne s'est pas brossé les dents et n'est pas parti chez le dentiste pour avoir des super belles dents. Donc pour moi, le problème de cette équipe de Rennes, elle est plus structurelle et institutionnelle, mais elle est aussi ses choix à lui à certains moments. Merci. À certains moments, ses choix d'animation défensive offensive. On pourra en reparler merci pendant à des toi heures. aussi, Alison, Yacine, sans oublier Juan José de m'avoir accompagné, aussi aux auditeurs de Beurre FM à la réalisation. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM et on se retrouve dès demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.